Saint-Gobain conçoit et développe des matériaux pour l'habitat, dont des isolants thermiques. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui comment fabriquer le meilleur isolant thermique. Pour ça, on va regarder les 3 types de transfert thermique et on va essayer de les minimiser le plus possible. Le premier transfert thermique, c'est la conduction. Il vaut mieux mettre beaucoup de gaz et un tout petit peu de solide. Pourquoi? Parce que le gaz va beaucoup moins conduire, du fait que les molécules sont très éloignées les unes des autres, alors que dans le cas du solide, comme elles sont toutes accrochées les unes aux autres, elles vont conduire la chaleur beaucoup plus facilement. Donc on va essayer de se focaliser sur un matériau qui contient beaucoup de gaz, peu de solide et donc qui est très léger. Le deuxième transfert thermique qu'on va essayer de diminuer, c'est la convection. C'est essayer d'avoir des pores, c'est-à-dire les trous qu'on va avoir dans nos matériaux, qui soient tout petits, en dessous du centimètre, donc à peu près comme ça, de façon à éviter que l'air puisse bouger à l'intérieur et ainsi faire de la convection. Grâce à ça, on va pouvoir immobiliser l'air et éviter que la chaleur passe. Et le dernier transfert thermique dont on va s'occuper, c'est le rayonnement. Chaque matière va rayonner, il va falloir absorber ce rayonnement pour pas qu'il participe au transfert de chaleur. Et pour ça, on va soit utiliser le solide que l'on a quand même dans notre matériau, ou soit même rajouter des charges qui vont particulièrement absorber ce rayonnement. On a essayé de bien regarder ces 3 composantes pour essayer de les minimiser complètement. Donc, c'est typiquement ce qu'on fait quand on fait de la laine de verre. Qu'est-ce que c'est la laine de verre? C'est plein de fibres de verre qui sont enchevêtrées les unes dans les autres, donc un peu comme des spaghettis. Puis on met un petit liant entre ces spaghettis pour quand même que ça tienne. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne un matériau comme ça. Et ce matériau-là, quel est son avantage? C'est qu'il est très très léger. Et si on regarde la contribution du solide dans la conductivité thermique de tout le matériau, on n'a que 2 points. 2 points, c'est un tout petit peu. Pourquoi? Parce que ce matériau-là, il est composé à 99% d'air et 1% de solide. On va bien sûr avoir la contribution de l'air. Même si l'air ne conduit pas beaucoup, il va du coup contribuer quand même à la conductivité de notre matériau. Donc on a 25 points ici, c'est-à-dire 25 mW par mètre Kelvin. On peut voir que pour le rayonnement, on a 3 points, donc 3 mW par mètre Kelvin. Ce n'est pas beaucoup et c'est grâce au fait que les fibres de verre peuvent absorber le rayonnement. Et enfin, on s'est débrouillé pour que ces petits trous, comme vous pouvez le voir là, entre des fibres, ils soient en dessous du centimètre. Comme ça, on n'a pas de convection, donc on a 0 pour la convection. On se retrouve avec 2 points pour le solide, 3 points pour le rayonnement, donc très faible, et 25 points pour le gaz, puisque notre matériau, c'est presque que de l'air. On a réussi à faire un isolant thermique à 30 mW par mètre Kelvin, c'est très bien. Mais comme d'habitude, on veut faire encore mieux. Pourquoi on veut faire mieux? Pour encore mieux isoler nos maisons ou pour la même isolation, pouvoir mettre moins d'isolant, puisque si l'isolant a une conductivité qui est plus basse, on va pouvoir mettre une épaisseur plus fine et donc gagner de l'espace là où on vit. Donc comment on peut faire ça? On a vu qu'on avait une distribution de la conductivité thermique avec 2 points pour le solide, 25 pour le gaz et 3 pour le rayonnement. On voit difficilement comment on va pouvoir diminuer encore le solide, donc on va être obligé de commencer à s'attaquer au gaz. Donc ce gaz-là, l'air, il a 25 mW par mètre Kelvin, il va falloir qu'on arrive à diminuer sa contribution pour que l'isolation thermique de tout le matériau soit meilleure. Comment on peut faire ça? Il y a différentes stratégies qu'on va aller regarder une par une. La première, c'est de se dire qu'on va mettre un gaz qui conduit encore moins que l'air. Et oui, ça existe. Il y en a plein. On peut le voir sur ce tableau, on a l'air qui est à 25, mais on va par exemple avoir du pentane qui est à 13 mW par mètre Kelvin. Et on s'imagine que comme le matériau est composé presque que de gaz, que si on passe de 25 à 13, on va pouvoir énormément gagner sur la conductivité thermique totale du matériau. Et c'est ce qu'on fait en faisant des mousses organiques. Comment ça se passe les mousses organiques? On prend par exemple une mousse de polyuréthane qu'on va venir faire mousser, on va obtenir des petits pores, comme vous pouvez le voir sur cette photo, et dans ces pores, on s'est débrouillé pour qu'au lieu qu'il y ait de l'air, il y ait du pentane. Et comme le pentane est moins conducteur, à la fin, on a un isolant autour de entre 20 et 28 mW par mètre Kelvin. Je vais vous montrer un exemple de ce type de matériau. C'est par exemple ça, des mousses de polyisocyanurate, c'est presque comme le polyuréthane, qui ont été faites du coup avec du pentane. On met le pentane sous forme liquide, on fait la réaction chimique, le pentane va passer sous forme gaz et va être emprisonné dans ces petites cellules. Et on va obtenir un matériau très léger, donc avec une conductivité solide très faible, en même temps avec un gaz qui a une plus faible conductivité thermique que l'air, et donc à la fin un très bon isolant.
Mais il y a encore deux choses qu'on va pouvoir améliorer. La première chose, c'est par rapport à son comportement au feu. On essaye de mettre des choses en plus dans ce matériau, donc des additifs pour éviter que ça brûle trop. La deuxième chose sur laquelle on travaille, c'est le vieillissement de cette mousse. Car le pentane peut se diffuser à l'extérieur de la mousse et être remplacé par l'air. Mais comme l'air a une conductivité thermique plus élevée que le pentane, lorsqu'il va se passer ça, la conductivité thermique de tout le matériau va augmenter. Donc pour empêcher la diffusion du pentane, on va travailler sur des revêtements, comme vous pouvez le voir ici, qui vont empêcher la diffusion du pentane et qui vont permettre de garder une bonne conductivité thermique dans le temps. Donc voici les deux points sur lesquels on travaille en R&D pour encore plus améliorer ce matériau. La deuxième stratégie, ça va être de confiner l'air. Dans un matériau isolant standard, on a une grosse boîte avec plein de molécules d'air. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les molécules d'air, elles vont bouger et elles vont se cogner entre elles et puis donc transférer la chaleur. Et si maintenant on s'amusait à mettre une molécule d'air dans une seule boîte? Grâce à ça, les molécules d'air vont arrêter de se voir et donc elles ne vont plus se cogner et donc plus transférer la chaleur. Donc c'est ce qu'on peut voir sur cette deuxième image où on a une molécule d'air dans un pore. Sauf que le problème, c'est que si on regarde la distance moyenne entre deux molécules d'air à pression atmosphérique et température ambiante, c'est-à-dire là où on se rend compte qu'elle est très faible, elle est de 72 nanomètres. Donc si on veut qu'il n'y ait qu'une molécule d'air dans chaque boîte, donc dans chaque pore, il va falloir faire des pores en dessous de 100 nanomètres. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir une conductivité thermique des molécules d'air à 25 mW par mètre Kelvin, on tombe à 5 mW par mètre Kelvin puisqu'on n'a plus cette contribution entre deux molécules d'air. Donc c'est un matériau comme ça qu'on va essayer de faire. Et si on regarde un peu plus en détail la variation de cette conductivité thermique en fonction de la taille des pores, on se rend compte que quand on a des gros pores, donc on est toujours en dessous du centimètre pour ne pas avoir de convection, on va avoir une conductivité thermique à 25 mW par mètre Kelvin. Et à partir du moment où on atteint cette taille critique en dessous de 100 nanomètres, on va avoir une chute de la conductivité thermique jusqu'à 5 mW par mètre Kelvin, et donc grâce au fait qu'on empêche les molécules d'air de se voir. Donc maintenant, on a bien compris le principe, il nous faut un matériau qui est à la fois léger, mais qui en plus a mis les molécules d'air dans des tout petits trous, donc dans des tout petits pores en dessous de 100 nanomètres. Les chercheurs ont alors beaucoup travaillé pour essayer de concevoir un matériau comme ça. Et ils ont trouvé les aérogels de silice. Qu'est-ce que c'est les aérogels de silice? C'est un matériau très léger qui est constitué de nanoparticules de silice qui sont les unes accrochées aux autres et qui forment des petits pores en dessous de 100 nanomètres. Donc c'est comme on voit sur cette photo-là. En gris, on a les nanoparticules de silice et ça fait en fait comme des colliers de perles qui forment entre eux des petits trous où on va venir enfermer de l'air pour qu'il soit très isolant, c'est-à-dire avec une conductivité thermique très faible. Ce matériau, il est très bien, mais il est un peu fragile. Donc pour essayer d'en faire un matériau pour l'habitat, on est venu changer un peu sa mise en forme et faire par exemple ce type de composite où en fait on va fabriquer l'aérogel directement dans un mat de fibres de verre et donc grâce aux fibres de verre, on va avoir la tenue mécanique et grâce à l'aérogel qu'il y a dedans, on va avoir un très bon isolant thermique. Et donc on peut faire comme ça des très bons isolants avec une conductivité thermique qui est très basse, typiquement entre 14 et 18 mW par mètre Kelvin. Avec ce type de matériau, on va en plus ne pas avoir de problème de diffusion puisqu'à l'intérieur c'est déjà de l'air. Donc l'air peut venir remplacer l'air, cela ne changera rien à la conductivité thermique. En plus, comme c'est des aérogels de silice, c'est inorganique, donc aussi pas de problème de feu. La seule chose sur laquelle il faut encore qu'on travaille, c'est son coût. En effet, la synthèse d'aérogel nécessite des procédés très coûteux et donc aujourd'hui ce matériau était plus cher que les matériaux standards pour l'isolation. Donc voilà un nouveau défi pour la recherche, essayer de changer le procédé de fabrication pour le rendre moins coûteux. Comment peut-on faire encore mieux en termes de conductivité thermique que les deux autres stratégies? Et bien cette fois-ci, on va essayer d'enlever complètement l'air. Vous pouvez voir sur ce graphe-là la conductivité thermique en fonction de la pression. Si la pression est à pression atmosphérique comme on a l'habitude d'être, c'est-à-dire à 1000 millibars, on va avoir la conductivité thermique qu'on connaît de l'air à 25 mW par mètre Kelvin.
Et au fur et à mesure qu'on va diminuer la pression, donc on va enlever les molécules d'air, on va venir faire diminuer cette conductivité thermique jusqu'à pouvoir même atteindre le zéro quand on a vraiment un vide, c'est-à-dire une pression très faible. Mais comment fait-on pour enlever l'air? D'abord, on a un isolant, donc qui est typiquement, ça peut être une plaque qui est constituée de poudre qui a été compactée. On essaye d'avoir des isolants, encore une fois, légers, parce que la conductivité solide, elle sera toujours là. On met ça dans une grande poche, donc on peut voir ce type de matériau-là. Donc on l'a mis dans une poche, on tire sous vide, on diminue la pression, on ferme tout, et hop, on a un isolant où on va avoir que du solide et un peu de rayonnement, mais pas de conductivité du gaz. Donc ça, c'est un matériau qui va pouvoir nous permettre d'atteindre des conductivités thermiques totales très faibles, puisqu'on a enlevé la composante du gaz. Et donc on peut atteindre des conductivités thermiques entre 2 et 10 milliwatts par mètre Kelvin. Une chose sur laquelle il va falloir faire attention avec ce type de matériau, c'est le vieillissement dans le temps. En effet, on n'a pas de gaz dans le matériau, mais au cours du temps, l'air pourrait venir diffuser dans le matériau à travers la membrane et donc venir ajouter une conductivité gazeuse à la conductivité thermique totale du matériau. Donc pour éviter cela, on travaille beaucoup sur la membrane pour la rendre la plus étanche possible à l'air, mais il va falloir également faire attention pendant la pause pour ne pas percer ou abîmer l'enveloppe du matériau et lors de son utilisation dans le temps. Une autre chose sur laquelle on pourrait encore améliorer le matériau, c'est son coût, puisqu'aujourd'hui il reste encore plus élevé que les matériaux isolants standards comme la laine de verre. Et donc pour que ça soit encore plus compétitif pour l'avenir, on peut essayer de diminuer le coût en diminuant soit le coût du matériau à l'intérieur, soit le coût de l'enveloppe. Pour résumer, on a aujourd'hui à notre disposition toutes sortes d'isolants qui ont chacun leurs avantages et leurs désavantages. Si on veut un isolant à un prix assez bas, on va choisir la mousse organique puisqu'elle isole bien et que son coût est faible. Par contre, il va falloir faire attention au cours du temps lors du vieillissement et puis ne pas la mettre dans des applications qui sont trop sensibles pour le feu. Ensuite, si on a des applications justement qui sont sensibles au feu, on va pouvoir aller vers les aérogels qui ont non seulement une conductivité thermique faible, mais qui en plus vont bien résister au feu. Par contre, il va falloir mettre un peu plus d'argent pour acheter le matériau puisque le coût est plus élevé. Et enfin, si on veut une super isolation thermique, alors là, on va privilégier le panneau sous vide, mais il faudra faire attention à ne pas le percer lors de sa pose et au cours du temps pour éviter d'avoir une remontée de la conductivité thermique. Et comme les aérogels, les panneaux sous vide vont bien résister à tout ce qui est application contre le feu. Donc finalement, on a un beau panel de matériaux qui ont des conductivités thermiques qui sont en dessous de 25 milliwatts par mètre Kelvin et c'est pour ça qu'on les appelle les super isolants. Mais vous avez quand même vu qu'il y a toujours des désavantages chez chacun des matériaux et c'est pourquoi aujourd'hui chez Saint-Gobain, on continue à travailler sur la conception de nouveaux matériaux isolants qui combineraient tous les avantages, c'est-à-dire un coût qui serait bas, dans la même zone que les mousses organiques, qui aurait un bon vieillissement. Donc pour ça, on va choisir la seule stratégie qui vous permet d'avoir un bon vieillissement, qui est le confinement de l'air. Et enfin, qui résisterait au feu, c'est-à-dire composé d'un matériau inorganique où on est sûr qu'il pourra résister au feu. Et donc cette conception de nouveaux matériaux, on essaye de la faire dans un projet qui est un projet collaboratif, de façon à pouvoir mettre en collaboration les forces de chacun. Donc on fait ce projet avec Solvay, deux PME, CRM et Indactech et un laboratoire public. Ce projet débutera début 2017, durera 3 ans et demi et on espère qu'à l'issue de celui-ci, on pourra vous proposer un nouveau super isolant qui combinera tous les avantages.